Bonjour et merci d'être venus si nombreux pour une nouvelle conférence de la PUP avec Bruno Machtelinck, à qui je vais céder la parole dans quelques instants. Je fais comme en Canibert et Bruno et Dominique Rouchouz, la petite partie réclame, pour vous parler des deux autres dates des conférences. Donc la suivante aura lieu le 8 mars, ça sera à Cinétance. Nous accueillerons Nicolas Rougier, qui est un directeur de recherche à l'Institut national de recherche sur l'intelligence artificielle. Donc il sera question d'intelligence artificielle. Pardon. Le 8 mars. Et la troisième date de ce début de saison, c'est le 5 avril, toujours à Cinétance. Nous accueillerons Jonathan Russier et il sera question de résilience des milieux aquatiques et notamment des rivières, eu égard à aussi ce qu'on a vécu au mois d'octobre pour mieux comprendre un petit peu les phénomènes et en tout cas la vie des rivières. Je cède tout de suite la parole à Bruno Machtelinck. Merci et à plus tard. Merci. Eh bien, bon, ça fait chaud au cœur de voir autant d'amis passionnés de corbeaux. Donc, on est tous rassemblés au chaud dans cette salle, c'est génial. L'objectif du coup de cette rencontre, de cette animation, on va faire connaissance un petit peu entre nous, mais la contrainte de la salle ici, c'est qu'on n'a pas 3 heures devant nous. Donc, il y a certaines étapes où on va aller un petit peu plus vite et on les décalera à la fin si on a le temps. Voilà. Donc, faire connaissance rapidement, faire connaissance avec les espèces de corvidés. Le titre, ce sont des corbeaux au sommet de l'intelligence. Le nom générique, ce sont les corvidés, une famille d'oiseaux qu'on va découvrir ou redécouvrir pour d'autres personnes. Ensuite, on va essayer de répondre à cette question, pourquoi les corbeaux sont au sommet de l'intelligence animale, avec l'approche des scientifiques qui mesurent l'intelligence de ces oiseaux et qui déclarent que ce sont les animaux au sommet de l'intelligence animale. On fera un petit point sur leurs travaux. Alors rien n'est exhaustif, parce que dans les délais que nous avons dans une conférence, on ne peut pas aborder tous les travaux de tous les scientifiques sur le sujet, mais voilà, on survolera rapidement ce point-là. Et puis, du coup, je viendrai moi sur mon approche, sur mes études, qui permettent peut-être d'expliquer pourquoi ces oiseaux sont mesurés à ce niveau d'intelligence et de comportement. Voilà. Eux, les scientifiques constatent, mesurent, objectivisent les choses, et moi, j'apporte des clés de compréhension, mais comment ça se fait qu'ils ont évolué pour arriver à ce niveau-là. Voilà. Après, nous observerons pour étayer les propos par de l'image, par des documents visuels, beaucoup de vidéos, quelques photos. Et on terminera sur quelques réflexions concernant cette famille d'oiseaux. Voilà. En tout cas, merci au Chambon sur Lignon, merci à la PUP de cette invitation. Et ça me donne l'occasion du coup d'échanger et de vous présenter tout l'amour que j'ai moi pour ces familles d'oiseaux. Cet amour que je peux leur porter n'est pas partagé par tout le monde, j'en ai bien conscience. Enfin déjà là, d'être nombreux à partager, c'est super. Alors, donc pour ma part, je suis amateur depuis plus de 45 ans de ces oiseaux, ce qui m'a permis de vivre un certain nombre d'expériences avec cette famille d'oiseaux. Alors je ne suis pas enseignant, chercheur, politicien, etc. Je n'ai pas la réponse à tout. Hein. Je suis dans une posture plus de l'éducation populaire, c'est que chacun de vous dans la salle a son parcours de vie qui est unique, et dans son parcours de vie qui est unique, peut apprendre certaines choses à d'autres, à des voisins, à d'autres personnes. On est tous là-dessus en capacité de connaître des choses. Et donc je ne viens pas forcément en tant que grand sachant. Certes, je me présente après 45 ans d'observation, donc avec quand même un petit peu de recul, mais j'ai bien conscience que dans la salle, des gens ont des expériences que moi je n'ai pas vécues avec ces familles d'oiseaux. Et ça, ben, on prendra un peu plus de temps à la fin, si on a ce temps-là, pour que vous puissiez me faire part, parce que je continue à apprendre un peu tous les jours dans la vie d'une manière générale et sur les corvidés. Alors là, c'est pour détecter certaines personnes. La question c'est, quelqu'un connaît-il ces deux oiseaux? Et ben, ceux qui connaissent
lève le bras pour que je situe un petit peu. Un monsieur, deux monsieur, une dame, une autre dame. Bon, ok, là j'ai identifié les gens qui pouvaient potentiellement me casser les pieds parce qu'ils connaissent ce dont on va parler globalement. Voilà. Alors, du coup, vous êtes nombreux à avoir dit que vous connaissiez ces oiseaux, mais il n'y a qu'un micro, donc je vais répondre à la question. Il s'agit à droite donc du grand corbeau, du plus grand des corvidés, du plus grand des passereaux, et à gauche d'un petit vautour, du percnoptère d'Égypte. Voilà. Et en général, effectivement, il y a plus de gens qui connaissent le corbeau, la corneille, que le percnoptère d'Égypte, donc ça me permet de connaître un peu les passionnés d'oiseaux qui sont présents dans cette salle. Ok. Alors justement, ce que je disais, cette animation-là, quand on a plus de temps, on peut échanger sur le ressenti que l'on peut porter sur cette famille d'oiseaux. Il y a quand même, c'est très clivant. En France notamment, c'est très clivant. Il y a d'autres cultures où les corvidés sont très appréciés, sont très respectés, sont même quasi divinisés. Voilà. En France, peut-être en Belgique, etc., on a eu un autre rapport à cet oiseau dans les siècles passés, qui fait que c'est plus clivé et tout le monde n'est pas adorateur de cette famille d'oiseaux pour différentes raisons. Donc là, on verra à la fin. Quand le titre, c'est au sommet de l'intelligence animale, on va faire un petit détour sur l'intelligence. D'après vous, quel est, là j'ai donné un élément de réponse, mais indépendamment des corvidés, quel est l'animal le plus intelligent pour vous? Le chat, le cheval, le dauphin, le singe, l'éléphant, la pie, donc la pie c'est un corbeau, le cochon, la fourmi. C'est dur de faire des tests d'intelligence sur les fourmis, mais évidemment que ça fait partie de l'inconnu qui nous entoure. Oui. Le poulpe, oui. Le loup, les guêpes, les chiens. Bon, il y en a de l'intelligence animale. Il y a une centaine d'années, on aurait posé cette question, on n'aurait pas eu du tout ces réponses-là. On n'avait pas ce regard-là. On n'avait pas conscience que ces animaux qui nous entouraient étaient doués d'intelligence. Donc, oui, classiquement, on a parlé du dauphin, tout ce qui est mammifère marin, évidemment, les grands singes, les perroquets sortent souvent aussi parmi les animaux très intelligents. Il a été cité l'éléphant, une dame a même parlé de la fourmi, elle apparaît là. Même le pangolin, quand même, il a failli nous tuer tous il y a quelques années, il faut s'en souvenir. Hein. Donc, il doit être très, très, très intelligent. Et moi, j'ai une curiosité en ce moment depuis quelques années, depuis que j'ai trouvé un raton laveur près des éstables, c'est justement cet animal, raton laveur. Il faut que j'étudie cet animal parce que j'ai l'impression qu'en termes de comportement, ça a l'air d'être quelque chose d'exceptionnel également. Alors, maintenant qu'on a parlé des animaux, on va essayer de se qualifier nous-mêmes. Qui peut prétendre être le plus intelligent dans la salle? Ah oui, non. C'est de la connaissance, c'est pas de l'intelligence. Par contre, il y a une femme que j'aimerais bien connaître. C'est la femme de monsieur, là. Elle a été dénoncée. Bon. C'est pas le cas. Bon. C'est pas simple de dire quelle est la personne le plus intelligent. Là, on entre sur une sorte de réflexion philosophique, celle de l'intelligence humaine. On y passe un petit peu de temps. On a tous eu, surtout nos générations, le rapport de l'intelligence au quotient intellectuel, qui était une mesure de l'intelligence. Dans nos parcours scolaires, universitaires, etc., la psychologie avait cet outil de mesure. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus, mais aujourd'hui, il y a d'autres choses. Le QI fait référence à une moyenne. Voilà,
une cloche statistique, et puis la moyenne des Français, sachant que selon les pays, les moyennes de QI ne sont pas forcément les mêmes. On est sur 100. Celui qui a à peu près 100 dans des tests psychotechniques est considéré comme moyennement intelligent. Voilà. Celui qui a 55, bon, ils ne sont pas nombreux, mais il y a une défiance, un manque d'intelligence au regard du QI. Inversement, ceux qui ont 145 et plus sont considérés comme ultra intelligents. Alors, on connaît Einstein, Elon Musk et compagnie, tous ces gens-là qui ont des QI différents de mon petit QI. Alors moi, je me situe, je me souvent compare à Monsieur Bidochon. Voilà. Donc, pile poil au milieu, pas trop à droite, pas trop à gauche, pas trop en haut, pas trop en bas. Je suis probablement par là. Mais on s'en fiche un peu. Il y a d'autres rapports à l'intelligence, notamment un psychologue américain du XXe siècle, Howard Gardner, qui lui propose 8 formes d'intelligence. Et là, on commence à mieux cerner l'intellect humain, les capacités humaines. Parce que si le QI a été développé, c'est sur une forme d'intelligence logico-mathématique. Et beaucoup de nos tests, de nos mesures concernent cette forme d'intelligence. Je me rappelle, avant l'armée, on passe des tests psychotechniques, et c'est sur des logiques, mais des logiques de suite, etc. Monsieur Gardner, lui, ouvre le spectre des intelligences, et là, quand on dit que madame est la plus intelligente, vous n'êtes certainement pas la plus intelligente sur toutes ces formes d'intelligence. Vous allez partager votre intelligence avec chaque personne de la salle, selon sa personnalité, selon ses capacités. Donc, en l'occurrence, je commence par la première, là où je suis très mauvais, l'intelligence linguistique, capacité, aisance à manier le langage et les lettres. Bon, là, je me débrouille à peu près, mais par contre, vous me mettez dans un pays étranger, je n'ai aucune capacité pour apprendre aucune langue. Voilà, moi j'ai été en seconde, 3 langues. J'étais nul dans les 3 langues. J'étais pas fait pour ça du tout, quoi. Donc là-dessus, je suis très en dessous dans la courbe de Gauss, là, je suis très en dessous de la moyenne. L'intelligence musicale, je suis un très bon spectateur. J'adore les gens qui ont cette capacité à rentrer dans la musique, à exprimer quelque chose à travers la musicalité. C'est fabuleux, je suis un très bon spectateur. Par contre, j'ai 2 bras gauches et incapable de produire quelque chose. Donc là-dessus, je suis aussi considéré comme quasi handicapé sur cette forme de rapport à la vie. L'intelligence est une sorte de capacité à faire des liens dans plein de domaines différents et de pouvoir du coup s'adapter. On arrive sur l'intelligence logico-mathématique, celle-là c'est la plus connue, l'intelligence spatiale. Là, les animaux ont beaucoup à nous apprendre là-dessus. L'intelligence kinesthésique, c'est le rapport au corps. Là, on est tous sur des comportements physiologiques spécifiques, des gens qui sont gracieux quand ils bougent sur scène, en danse, et d'autres, monter un escalier, descendre un escalier, c'est compliqué de se coordonner, etc., de faire les liens entre son environnement, son corps et la situation. L'intelligence intrapersonnelle, comment on trouve une harmonie, comment on fait le lien entre nos énergies négatives, positives. Là-dessus, on n'est pas tous au même niveau de connaissance de soi-même et d'harmonie interne. Voilà, il y a des gens qui ont développé, qui sont peut-être mauvais en musique ou en logico-mathématiques et qui, par contre, ont réussi à trouver une forme d'équilibre psychique, personnel, émotionnel. L'intelligence interpersonnelle, donc là, la capacité à communiquer dans une assemblée, dans son parcours de vie, à faire des rencontres, et puis à créer de ces rencontres quelque chose de positif. C'est pareil, l'intelligence interpersonnelle, ça nous appartient à chacun à son niveau. Et l'intelligence naturaliste, nous, individus humains, dans notre environnement. Voilà. Et là-dessus, évidemment, les animaux ont une longueur d'avance. Bon voilà, c'était juste pour, quand on dit intelligence, il faut dire que ce qui a été pour l'instant mesuré, c'est par des protocoles scientifiques, c'est plutôt l'intelligence logico-mathématique, mais du coup, à travers des observations, dans la discipline un peu de l'éthologie, observation des comportements, on peut du coup ouvrir le spectre sur d'autres formes d'intelligence. Parce
qu'on va essayer de partager tout à l'heure. Voilà, sur le détour. Alors, corbeau ou corvidé, de qui parle-t-on? On va faire la connaissance. Le corvidé, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est le nom scientifique de la famille d'oiseaux. Corbeau, c'est un terme générique qui rassemble. Mais à l'intérieur de ce terme, corbeau, il y a quand même des oiseaux qui s'appellent corbeaux spécifiquement. On va les connaître. Qui n'a jamais rencontré ce corvidé? La pie, le G. Alors, lui, il est moins courant. Voilà, il remplace un petit peu le G en moyenne et haute montagne. C'est le casse-noix moucheté. Et dans le Massif central, il est très peu présent, mais on en a entre Mézin et Gerbier depuis une quinzaine d'années. Ah, j'ai pas entendu. Ah, il y a quelqu'un qui a dit quoi? Chouca des Tours. Et il n'y a pas quelqu'un qui a dit chocard? Non, d'accord. Parce que souvent, on appelle cet oiseau le chocard. Alors c'est le chouca des Tours, en effet. Et là, par contre, le chocard à bec jaune, un oiseau de montagne. Donc le chouca des Tours vit en colonie. Il est dans les villages. Il peut être aussi en milieu rupestre, dans les falaises. Mais c'est pas un oiseau de haute altitude, par contre. Et, par contre, le chocard à bec jaune, lui, c'est un oiseau de montagne. Il n'y en a pas dans le Massif central. Voilà. Il est au-dessus de 2000 mètres le plus souvent, quoi. En tout cas au-dessus de 1500. Son cousin très proche, le crabe à bec rouge. Il y a quelques colonies présentes dans le Massif central, principalement en Lozère, mais il pourrait tout à fait s'établir sur Haute-Loire-Ardèche. Il y aurait des biotopes possibles. Lui, c'est un corvidé assez rare. Ça, c'est aussi un des plus courants, c'est la corneille noire, souvent appelée corbeau par 98% de nos concitoyens. Quand on rencontre cet oiseau qui fait croire, on dit c'est un corbeau. Voilà, c'est la corneille. Avec sa cousine, qui a une autre robe, un peu grisâtre, qui a une particularité, c'est-à-dire, nous ici, il n'y a que des corneilles noires, mais si vous allez en Corse, il n'y a que des corneilles mantelées, ce qu'on appelle la corneille mantelée. Si vous allez en Angleterre, il y a la corneille noire, si vous allez en Écosse, c'est la corneille mantelée. Voilà, donc ils se sont répartis tout le continent européen. Là où il y a la corneille noire, globalement, il n'y a pas la corneille mantelée. Et le territoire le plus vaste, c'est celui de la corneille mantelée. Sauf que moi, je suis né en France, j'ai toujours connu la corneille noire, et j'ai rarement vu la corneille mantelée, sauf en Écosse ou en Italie ou en Corse, quoi. Et là, on arrive sur les corbeaux. Alors, il a la fière allure, hein, ce corbeau, il n'est pas très beau, à vrai dire, mais il a des belles plumes. C'est le corbeau-freux qui vit en colonie et qui est plutôt dans les plaines. Il niche dans les arbres. Et à droite, donc, le dernier de la famille, le grand corbeau, qui apparaît ici, avec la corneille, avec d'autres corvidés. Et du coup, cet oiseau, on fera un petit zoom sur lui tout à l'heure. Là, j'ai rassemblé un petit peu les tailles, parce que c'est une famille. Ils ont des traits communs, les scientifiques les ont classés dans la même famille, donc c'est qu'il y a des choses en commun. Mais il y a aussi des choses qui les distinguent. Et quand on regarde par exemple le poids, ça va pour un G de 170 grammes à plus d'1 kilo pour le grand corbeau. Tous les chiffres qu'on peut trouver dans les guides, sur Internet, il faut les prendre avec précaution. C'est à titre d'indication, c'est des valeurs moyennes, mais il y a quand même des petits écarts qui peuvent exister. Il y a, comme nous, il y a des géants et des personnes de petite taille. Chez eux, c'est aussi ça. Il y a des populations qui vivent dans certains secteurs qui peuvent prendre d'autres formes très légères. Mais globalement, voilà, ça donne un peu les mesures. L'envergure, vous voyez qu'on commence à 50 cm avec le casse-noix moucheté. Et puis on va à plus d'1 mètre largement avec les grands corbeaux. Voilà. Voilà la famille. On a fait le tour de présentation de ces animaux. Donc là, l'incontournable pie à côté d'une buse, le casse-noix moucheté, le chouca des Tours et le chocard à bec jaune, crabe à bec rouge
Alors lui, il a le droit à plusieurs photos, parce qu'une fois j'ai fait une belle rencontre, donc j'ai fait des beaux portraits. Et voilà, du coup je suis content de vous les montrer. Les corneilles, noires et mantelées, avec la répartition territoriale, très particulière. Le corbeau-freux et le grand corbeau. Chacun de ces oiseaux, je mettrai l'exception sur le crabe avec rouge et le chocard avec jaune, ont pour les autres un petit crochet au bout du bec. Alors c'est pas forcément une courbure comme chez les rapaces ou les perroquets, mais leur crochet est très très utile pour leur nourriture. Et on va zoomer sur le grand corbeau, Corvus corax. Le grand corbeau, sur l'hémisphère nord, il a conquis tous les biotopes, tous les écosystèmes. C'est-à-dire que vous le voyez dans le Groenland, Canada, Alaska, Sibérie, Scandinavie, des déserts froids, il arrive à s'acclimater, et à se reproduire et créer de la population de grands corbeaux là-haut. Inversement, vous allez au Mexique, dans des déserts mexicains, dans le Maghreb, dans la limite du désert de Gobi en Asie, dans des zones très arides, chaudes, eh bien, il est en capacité de s'établir. Et puis, il est capable de conquérir les montagnes, les hautes montagnes. Il est capable aussi d'être en plaine et d'être dans des vallées, dans des grandes forêts. Voilà. Donc on a fait un petit peu... Alors pourquoi je parle du grand corbeau? Parce qu'il est assez emblématique, au-delà du fait que ce soit le plus grand des passereaux. Il démontre ses capacités d'adaptation, voilà, puisqu'il a su conquérir tous les territoires, ou presque. Par exemple, il y a des exceptions, c'est les forêts tropicales équatoriales, où il y a très peu de corvidés. Voilà, il n'y a pas d'études sur le sujet, c'est ainsi. Voilà, donc, maintenant, on va commencer à répondre sur le pourquoi. Le pourquoi les scientifiques en protocole, avec des protocoles minutieux, ont classifié. Et pourquoi les scientifiques s'intéressent-ils aux corvidés? C'est une histoire assez récente. Il y avait déjà, il y a de tout temps, eu des intérêts de certaines personnes, certains scientifiques sur ces oiseaux. Même dans notre culture judéo-chrétienne, dans la Bible, dans la Genèse, le premier oiseau qui sort de l'arche de Noé, c'est pas dans la Genèse du coup, c'est un peu plus tard, c'est un corbeau. Voilà, il envoie un corbeau pour voir s'il y a une capacité à vivre en dehors de l'arche de Noé. C'est pas un hasard qu'il y ait 3000 ans, des cultures ont pris cet oiseau comme exemple d'émancipation animale et de capacité à s'autonomiser. Mais récemment, début du XXe siècle, un ornithologue anglais fait un voyage en Nouvelle-Calédonie et observe une corneille de Nouvelle-Calédonie en train de fabriquer un outil pour accéder à la nourriture. Et là, ça fait un séisme dans le milieu scientifique parce que l'utilisation des outils est réservée à quelques animaux. Mais la création d'un outil n'avait jamais été vue. Voilà. Donc là, du coup, ça a reporté l'intérêt de la communauté scientifique sur ces oiseaux. Et du coup, il y a des labos un peu à droite à gauche maintenant dans le monde qui ont des corvidés et qui procèdent aux tests de QI, aux tests logico-mathématiques, etc. Voilà pourquoi il y a eu un regain d'intérêt sur ces animaux. Ça veut dire que jusqu'en 1999, la communauté scientifique n'était pas forcément très avancée sur cette connaissance. Hein. C'était pourtant des oiseaux très très communs qui nous entourent tous depuis toujours. Voilà, voilà. Et en tout cas, pourquoi il y avait des freins sur l'intelligence des oiseaux? Parce qu'il y avait une corrélation qui avait été faite au XXe siècle sur la taille du cerveau et l'intelligence. Or, les cerveaux des oiseaux, forcément, c'est des petits cerveaux, donc, et puis légers, parce qu'il faut que l'oiseau prenne son envol, donc forcément pas très intelligent, obligatoirement. Voilà. Ça jusqu'en 99 quand même, hein, donc c'était hier, quoi. Et là, du coup,
toute la biologie du cerveau a été réétudiée et on s'est aperçu qu'il y avait différentes formes de fonctionnement de cerveau qui rendent accessibles des formes d'intelligence à différentes espèces d'animaux, quoi. Donc là, c'est un peu une révolution sur tout ça. Alors là, on va partir pour un petit test en laboratoire en Angleterre. Donc, en gros, on glisse de la nourriture dans un endroit inaccessible à l'oiseau. Et la corneille de Nouvelle-Calédonie va accéder à un petit morceau de viande par toute une stratégie d'accès à la nourriture. Petite baguette, des cailloux, une longue tige dans une boîte. Et il doit commencer par récupérer la petite... Une fois qu'il a récupéré à la fin du protocole une longue baguette, il peut aller chercher la nourriture que son bec ne lui permet pas. Voilà la fameuse corneille de Nouvelle-Calédonie qui a révolutionné nos connaissances sur l'intelligence animale. Ces tests en laboratoire ne se font pas en une seule fois. Il y a un entraînement. C'est un peu comme si on nous demandait à 5 ans ou à 8 ans de faire une multiplication sans avoir appris. On aurait un peu du mal à comprendre le concept, quoi. Il commence par observer la scène. Il se souvient, cet oiseau, d'avoir fait des tests où il a accédé à de la nourriture dans la boîte en plexiglas. Il se souvient de ça. Par contre, il doit refaire la démarche. Donc voilà, la petite baguette, il comprend que ça ne va pas le faire. Il va chercher un deuxième caillou. Ouais, il réfléchit, c'est pas un automatisme. Là, on est à la limite entre le test, et c'est pas du dressage, quoi. Hein. Mais il se souvient qu'il fallait actionner quelque chose, mais pour l'actionner, il fallait du poids. Donc en mettant un seul cube, un seul caillou, le poids n'était pas assez élevé pour atteindre l'objectif. Deux cailloux, ça ne suffit pas, et il avait oublié en passage un caillou qu'il avait déjà sorti des boîtes. Il la cherche, il cherche le caillou, il le trouve. Et du coup, il y aurait 4 cailloux, il tenterait 4 cailloux s'il y avait besoin, mais là, 3 suffisent. Il a une grande baguette. Il l'a lâché et il s'aperçoit que c'est pas encore accessible au bec, donc il reprend la baguette jusqu'à ce que, voilà, il a sa récompense. Voilà un test protocolisé en laboratoire, fait avec d'autres tests similaires existent pour d'autres types d'animaux. Voilà. Donc là, c'est transposé sur un corvidé et voilà, quand je parlais du bec avec le petit crochet, l'utilisation du bec des corvidés est quelque chose d'impressionnant. C'est un outil chirurgical, ils arrivent avec précision et rapidité à faire des choses, c'est éblouissant quand on se donne le temps d'observer ça. Après, d'autres tests sur les formes et les matières.
Donc ils font des distinctions, voilà, appréhender les formes, volume et matière, la connaissance de son environnement. Donc on est sur une autre forme d'intelligence. Donc là, son objectif, c'est de récupérer un morceau de viande qui flotte. Mais ça me fait penser à la cigogne et le renard et la cigogne. Et donc, la cigogne et le renard, c'est le même auteur qui fait passer le corbeau pour un idiot. Je suis très mécontent de ses travaux à cet homme-là, M. Lafontaine. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans ce qui fait tomber, il y a des formes creuses et des formes pleines. Et que s'il prend des formes creuses, ben, le niveau il ne monte pas beaucoup. Donc, il va sélectionner les formes pleines pour faire monter le niveau d'eau plus rapidement. Là, il y a des dés qui sont très légers et des dés qui sont lourds. Donc la matière n'est pas la même et ça ne sert à rien de mettre un morceau de liège pour faire monter, ou de polystyrène pour faire monter le niveau. Donc il sélectionne les cubes en matière. Voilà, là, celui-là, ça devait être morue matérielle. Et voilà. Bon, je crois qu'on a dû déjà voir ça. Voilà, voilà. Et alors, un travail très théorique d'une équipe allemande sur la logique de la récursivité. Dans la salle, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à définir la récursivité, s'il vous plaît? Ah, il n'y a pas beaucoup d'informaticiens dans le public. Voilà. Là, il y a un informaticien. Un système en boucle. Oui, et comment dire, ben, on va l'expliquer. Il faut pouvoir revenir au point de départ. C'est ça. Et imbriquer, c'est ça. C'est un système d'imbrication qui nous permet de revenir au point de départ. Et en programmation, en logique informatique, on travaille beaucoup avec cette approche-là pour créer des cas, des sous-cas, des sous-sous-cas, etc. Et dans les nomenclatures, par exemple, c'est pareil. On définit des nomenclatures, la famille des machins, à l'intérieur il y a la sous-famille des trucs, à l'intérieur il y a le groupe ceci. Voilà. Et, sauf qu'à un moment donné, il faut ne pas se perdre dans toutes ces ramifications. Donc c'est le concept de récursivité. Donc on empile, on a des formes de séquences, on empile des faits et on doit être capable de les dépiler en tenant compte de leurs caractéristiques et de leurs priorités. Ça, c'est quand on transcrit. Alors voilà, les corvidés ont été testés là-dessus. Ils atteignent le même niveau que les grands singes, sauf qu'ils y vont beaucoup plus vite. Tout à l'heure, je disais qu'en labo, ils ne partaient pas dans le test sans s'entraîner. Il y avait un petit entraînement. Là, sur ce test de récursivité, c'est le même objectif entre les grands primates et les corvidés, sauf que le nombre de séances d'entraînement est beaucoup plus réduit avec les corvidés qu'avec les grands singes. Ils ont donc des aptitudes plus développées que les grands singes pour atteindre le même niveau d'abstraction. Hein. C'est quand même un concept très abstrait. Donc, ils atteignent le même niveau, par contre, ils y vont beaucoup plus vite. Ce qui est assez logique, parce que quand même, dans le règne animal, les oiseaux ont une obligation de rapidité. Ne serait-ce que maîtriser le vol, il faut qu'ils réagissent ultra rapidement. Donc, ils sont très rapides et ils maîtrisent à haut niveau le concept de récursivité. Voilà, ça c'était un premier élément de réponse sur le pourquoi. Pourquoi les corvidés? Eh bien, parce qu'ils ont été testés, ils ont été mesurés. Là maintenant, je vais moi développer assez synthétiquement pour laisser place à l'image le fruit de mes observations et qui, à partir du comportement, peut expliquer pourquoi ces oiseaux atteignent ce niveau dans ces tests-là. Voilà. Il y a déjà un équilibre très particulier entre l'inné et l'acquis. C'est un équilibre qui a son importance
pour les capacités de ces oiseaux à s'adapter au milieu qui les entoure et à se développer. Alors vous n'êtes pas obligé de tout lire, moi je me relis. Oui, c'est parce qu'il y a le concept d'épigénétique qui arrive et qui va compliquer la chose. C'est-à-dire que un groupe, une population de corneilles mantelées en Pologne qui maîtrise totalement la pêche en étang gelé, dans un lac gelé, eh bien, ils vont développer cette culture-là, ce savoir-faire-là, et ils vont pouvoir le transmettre. Et l'épigénétique, justement, va permettre assez rapidement, en quelques générations, d'acquérir et de transmettre une capacité. Voilà. Donc, sur des générations qui se reproduisent vite, l'épigénétique, ça va plus vite que sur des animaux qui sont un éléphant, une grande baleine, qui vivent très longtemps. C'est plus long à observer. Voilà. Sur des oiseaux, c'est plus rapide. Alors, il possède une instruction. Je refais allusion à la Genèse, parce que Dieu, quand il a terminé la création, là, il s'est dit, bon, là, maintenant, ça va être le dimanche, je vais me reposer, mais vous, là, on a créé le jour, la nuit, l'eau, la terre, le ciel, les animaux de l'eau, de la terre, du ciel, les hommes. Donc maintenant, vous, les hommes, ben, vous allez devoir vous répartir, vous multiplier et aussi maîtriser et dominer les animaux du ciel, de la terre et de l'eau. C'est une instruction qui a été mise dans un texte sacré, mais qui correspond à une sorte de code biologique que l'on a nous. Et quand on regarde aujourd'hui 2025, plus de 8 milliards d'habitants, on est sur tous les biotopes, tous les écosystèmes, on est dans tous les continents, on se débrouille, et puis la faune, on la domine globalement, quoi. Pas toujours pour le bien d'une part de la faune et pour notre bien à nous, mais l'humain, nous, on est programmé biologiquement là-dessus. Eh bien, les corbeaux, ils étaient là, ils ont entendu l'instruction et ils la sont accaparés. Et du coup, ils vont toujours observer, aller vers. Voilà. Donc, ce sont des infatigables chercheurs. Ils doivent connaître tout leur environnement. D'où le grand corbeau, qui, quand vous prenez un poussin de grand corbeau, vous l'élevez au Groenland, il va se débrouiller. Le même poussin, vous l'élevez en désert mexicain, il va se débrouiller parce qu'il va aller vers. Et il va être, par son programme biologique, poussé à découvrir, à connaître, à comprendre. Enfin, pour l'instant, c'est découvrir. Après, c'est un autre concept, de comprendre. Une morphologie. Ce n'est pas des grands oiseaux, pas des très grands oiseaux, ce n'est pas des petits oiseaux. Voilà. Là, il y a quelque chose certainement à trouver, enfin à creuser, parce que du coup, ils ont une sorte d'homogénéité dans leur comportement qui les rend plus lents qu'un colibri, mais beaucoup plus mobiles qu'un vautour ou qu'une autre. Enfin, l'autruche, c'est particulier. Donc la taille, c'est une taille passe-partout. Un régime alimentaire omnivore. La plupart, pratiquement tous les corvidés sont omnivores. Et ça permet justement de s'adapter à tous nos milieux, parce qu'ils vont toujours trouver soit de la graine, soit des pousses de nouvelles herbes, soit des fruits, soit des insectes, soit des cadavres, et également des petits animaux, des oisillons, des œufs, des souris, des campagnols. Voilà. Donc ils ont un spectre de nourriture qui est très très varié, qui leur permet justement de retomber sur leurs pattes tout le temps, de toujours trouver une nourriture c'est leur carburant pour leur première instruction qui est d'aller vers, pour explorer, découvrir. Ils ont le carburant parce qu'ils sont omnivores. Ce ne sont pas des spécialistes. Et ce sont souvent des gros mangeurs d'ailleurs. Et ils savent faire des provisions. J'ai écrit, mais je ne l'ai pas dit. Ça, c'est aussi une particularité de prévoir l'avenir. On fait des provisions pour une période où il n'y aura pas forcément l'accès à la nourriture.
Donc des facultés cognitives très développées, ils analysent et ils réagissent avec une grande, grande rapidité. Voilà. Nous, on a un peu des escargots à côté d'eux, quoi. Et beaucoup d'animaux sont moins rapides à observer, à analyser et à réagir. Voilà. Eux, là, c'est vraiment des champions pour ça. 5e point, leur champ d'observation leur permet d'observer une scène avec plusieurs focales, la globalité et les détails. Ça, c'est des tests que j'ai pu faire. Certes, ils s'intéressent à la nourriture qui est devant eux ou qui n'est pas très loin, sans perdre l'environnement proche et sans perdre l'environnement plus éloigné. Ils passent d'une sphère d'observation très précise, la nourriture, moyenne et éloignée. Ils passent en permanence de l'un à l'autre et là on retrouve la capacité justement de récursivité. Ils empilent les niveaux d'observation et ils reviennent sur celui dont il faut se préoccuper. Ça veut dire qu'ils sont en capacité à la fois de s'intéresser à la nourriture mais de faire attention au danger. Et danger sous toutes ses formes. Hyperactif. Donc, un animal hyperactif, vous prenez une buse, vous prenez un grand corbeau, les rapaces et les corvidés n'ont pas le même degré d'activité. Il y a de longues périodes chez les rapaces de temps calme. Les corvidés, leurs périodes de temps calme sont beaucoup, beaucoup plus rares et beaucoup plus courtes. Ils rechargent très vite et ils repartent à la découverte. Ils repartent aux apprentissages. Et du coup, quand ils développent autant d'activités, forcément, ils apprennent plus vite que quelqu'un qui, plutôt que d'avoir 10 expériences, n'en a qu'une. On avance plus doucement dans l'apprentissage si on va tout doucement dans l'observation, dans la compréhension. Eux, voilà, ils ont une énergie d'hyperactif, possible encore grâce à leur nourriture. Très grande mémoire, tout petit cerveau, très grande mémoire, ça c'est la découverte du XXIe siècle, et grande rapidité pour accéder à cette mémoire. Les relations sociales très développées, excellente connaissance de leur environnement et des espèces animales présentes. Là, on est sur l'intelligence multipersonnelle d'Edward Carner. Interpersonnelle. Ils connaissent le fonctionnement de la buse, du renard, du chien, du chasseur, de l'éleveur, de la voiture, etc. Et ça leur donne du coup une avance sur leur comportement parce qu'ils maîtrisent le phénomène de causalité. Quand il se passe telle chose, très probablement il va se passer autre chose. Et ça, pour nous, dans notre vie, c'est très important de maîtriser ce phénomène de cause à effet. Telle cause produit tel effet. Voilà. Ce sont les animaux qui maîtrisent le mieux cette fonction-là. Et ça leur permet du coup de réussir dans des tas de situations différentes et de se prémunir notamment de leurs prédateurs. Voilà, donc ce sont des généralistes qui tiennent leur place face à des tas de spécialistes. On va penser par exemple à deux oiseaux qui vivent à côté très souvent. C'est le faucon pèlerin qui a d'ailleurs, en tant que rapace, a aussi quand même une répartition géographique impressionnante sur l'hémisphère nord. Mais lui, c'est un spécialiste chasseur d'oiseaux. Et donc ses cibles, son accès à la nourriture, c'est toujours les mêmes oiseaux. Et ses techniques de chasse sont assez homogènes. Alors que son concurrent, le grand corbeau, qui est généraliste, il va s'adapter à des techniques et il va innover dans les techniques d'accès à la nourriture parce qu'il y a une foultitude de nourriture possible pour lui. Donc c'est deux approches différentes, c'est la rivalité entre les généralistes et les spécialistes. Voilà pour moi les 9 points qui peuvent expliquer pourquoi ces animaux, au fil des millénaires, ont développé des formes d'intelligence proches de notre intelligence, nous humaines. C'est contre-intuitif dans le sens où on devrait s'attendre à ce que ce soit les grands primates, évidemment, qui nous ressemblent à 98,5%, ok.
eh ben, surprenant, c'est un dinosaure volant qui a développé au fil de son évolution et qui continue d'évoluer et de s'adapter à côté de chez nous. Voilà le deuxième niveau de réponse sur pourquoi on considère les corvidés, les corbeaux comme étant au sommet de l'intelligence. Alors on a parlé de tests, on a parlé de prédisposition. Là maintenant on va... ah oui, peut-être une chose que j'ai pu observer qui n'apparaît pas dans les écrits scientifiques, où je ne suis pas en phase avec eux, c'est l'apprentissage des parents. On explique dans des reportages sur Arte que voilà, tels oiseaux, il y a toujours un corvidé dedans, ce sont les plus intelligents, mais c'est dû parce qu'il y a un long apprentissage avec les parents, avec des tests que j'ai pu faire en volière. Je ne confirme pas du tout ça. Ça veut dire que globalement, les animaux, ils ont tous ces savoir-faire en eux. Et là, les parents sont là pour la reproduction, couver l'œuf, nourrir le poussin, l'accompagner les premières semaines, mais il y a très peu d'apprentissage parental. Ils ont tout le reste de la vie pour apprendre avec d'autres ou faire leur propre expérience. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très repéré dans le milieu scientifique, mais que j'ai pu observer à plusieurs reprises. Voilà l'équilibre de l'inné et de l'acquis. Bon, du coup, on va profiter d'être bien au chaud, bien assis pour voyager et observer. Là maintenant, c'est ça qui est bien. YouTube, c'est une mine pour la recherche, parce que plutôt que d'aller observer la corneille de Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Calédonie, ben, on a des choses dans son bureau. Plutôt que d'aller polluer la planète pour aller au Groenland et puis voir un petit peu si c'est un Groenland danois ou américain, et ben hop, il y a des vidéos YouTube qui vont me donner des informations. On doit faire le tri, évidemment. Donc voilà, une télé. Alors, derrière les affirmations scientifiques, ils sont au sommet de l'intelligence. Pour moi, c'est surtout, ils sont au sommet du comportement. Voilà. Ce sont des oiseaux très tendres. Pour ceux qui font un peu de terrain, ces scènes-là entre les corvidés, d'ailleurs il y a une photo là qui est en bas, prise par un photographe de Haute-Loire. Le couple est très important. Ils sont toujours à l'affût. Ils observent tout. Là, visiblement, il y a une cour de récréation pas loin. C'est aux États-Unis. Mais voilà, ils vont le contact physique à base de tendresse est quelque chose de très important pour eux. Voilà. Est-ce que c'est la première idée qu'on se fait d'un corbeau quand on cite le mot corbeau, tendresse, je ne suis pas sûr. Mais quand on vit avec eux ou quand on les observe, il y a beaucoup de temps passé dans le couple à se faire des poupouilles, à se partager de la tendresse. Là, on n'est pas dans des approches pour nettoyer, épouiller. C'est pas forcément ça. C'est vraiment le contact. Le contact. Et du coup, dans les interactions entre, par exemple, quelqu'un qui a un corvidé avec lui, qui l'a élevé, et l'humain, il va y avoir ce contact, ce besoin d'échange. Alors, un comportement de corneille, ça c'est en Asie. Là, on est dans la relation aux autres. Voilà. Là, c'est l'équivalent de nos samedis soirs quand on allait danser à plusieurs.
Donc il se passe des choses entre ces oiseaux, ça n'est pas que l'unique accès à la nourriture, c'est vraiment les rapports sociaux. Alors, il est connu que certains perroquets arrivent à danser en rythme sur la musique, mais là, c'est collectivement sans musique. Ils rentrent ensemble. Alors là, allez, je vous demande de patienter 3 minutes. C'est un peu long, 3 minutes. J'espère que vous n'allez pas vous endormir. Le plaisir d'offrir. Quand on est enfant, on a le plaisir de recevoir, et puis après, adulte, on a souvent le plaisir d'offrir. Là, au sein du couple, ils s'échangent quelque chose de certainement très précieux, une forme d'alliance dans leur couple. Avec ce genre de scène se noue une connaissance de l'autre dans le couple. Et là, il est très difficile de distinguer où est le mâle, où est la femelle. C'est assez équilibré là. La barrière fait 3,5 km. Voilà, là on est dans la temporalité animale qui nous échappe un peu, on est toujours pressé, là je vois le temps qui passe. Donc on va laisser ce couple jouer dans... Alors là il y a juste un petit truc amusant, le petit ergot sur la barrière, il y a un ergot là. C'est gênant ça pour le paysage. Hop. Bah oui, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, ça se mange pas trop. Donc on va passer dessus. Hop. Voilà, la scène se poursuit. Un certain temps, on est proche de la fin, mais on va gagner un petit peu de temps. Donc ça, c'est au sein d'un couple. Là, on est dans un pays nordique, le Harfang des neiges, un très beau rapace qui est nocturne pendant les périodes d'hiver et diurne pendant les périodes estivales. Là, les grands corbeaux il y a plusieurs cas de grands corbeaux véritablement amoureux de ces grands oiseaux blancs. Là, vous n'entendez pas, j'ai pas eu le temps de vérifier la connexion son, mais il va utiliser toute une gamme, on a dit. Voilà, il utilise toute une gamme de vocalises pour essayer de rentrer en lien avec cet oiseau qui est magnifique, le harfang. Pour voir à quel son il va commencer à réagir. C'est pas un comportement agressif. Le grand corbeau vis-à-vis des rapaces est souvent agressif. Là, c'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment un comportement amoureux. Il y a certains endroits où on voit qu'il relève les plumes comme dans une parade nuptiale. Voilà. Donc là, il est vraiment en parade nuptiale, mais bon, le plan de drague ne va pas au bout. Là,
On devine les sourcils un peu relevés, donc c'est un indice de comportement nuptial. Ce n'est qu'un corbeau, ce n'est pas un rapace quand même. On ne va pas se mélanger, il y a un problème de classe sociale quand même à respecter. Bon, au passage, on voit un peu l'activité d'un corvidé et l'activité d'un rapace dans cette scène. Hop. Voilà. On parlait de la tendresse entre eux, mais du coup, ils ont ce besoin d'échanger de la tendresse pour souder la relation. Voilà. Donc, quand on a la chance d'avoir ces expériences, on est allé par le volet douceur, mais ils tiennent leur place aussi, fort caractère. On est dans un zoo avec un pigargue de stellaire qui est le plus grand rapace prédateur du monde. C'est un jeune qui a dû être introduit dans la volière, j'y étais pas, hein, je le présuppose. Il n'y a pas forcément très longtemps. En fond de volière à droite, on voit un adulte. Et du coup, ce jeune pigargue qui fait 2,40 m d'envergure, qui doit peser à peu près 8 kg, eh bien, est accueilli par un corbeau. Voilà, donc il était en découverte de son environnement. Il y a un nouvel individu. Il veut comprendre son fonctionnement pour maîtriser la cause à effet. À force d'être dans tel comportement vis-à-vis de cet autre animal, qu'est-ce qui va se passer? Il répète des tests, des expériences. Et après, ça veut dire qu'il a compris comment fonctionnait cet animal. Et du coup, ses marges, sa sécurité sera pris en compte en fonction de là où il est, de l'animal, de nous-mêmes humains. Là, c'est du type photo, une pie qui vient voir des Milans, voilà. 3000 ans, royaux, posés, la pie qui n'a pas peur du tout, qui vient observer, voilà. Du coup, les rapaces regardent. Alors, attendez, je vais aller un peu trop vite. Ah oui, ça c'est un jeune corbeau qui découvre les chats. Et là, on retrouve le concept de récursivité, c'est-à-dire qu'il va être en capacité de gérer plusieurs scènes en même temps. Plusieurs chats, plusieurs dangers. Là, des milans en train de manger, des pies qui arrivent, une corneille au milieu, et derrière, les grands corbeaux prudents qui observent, toujours une phase d'observation. Et là, ils s'approchent. Ils sont souvent assez bien coordonnés. Alors, très coordonnés au niveau du couple, mais voilà, il y a la capacité, la force du groupe
qui est organisé beaucoup plus que chez les rapaces. C'est assez rare des rapaces organisés en groupe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rapaces en groupe, il y en a qui vivent en groupe, mais pas forcément organisés les uns avec les autres. Le lien Milan Royaux, Grand Corbeau. Et là, vous allez voir à gauche Milan Royal au passage, qui est bien en Haute-Loire, un de ses départements favoris, qui est un rapace de toute beauté. Et là, la queue du Milan. Ils ne peuvent pas s'empêcher de tester. Voilà, un corbeau qui vient se poser au milieu de Milan. Il tirait le morceau de carcasse que mangeait le... Voilà, autre rencontre, rapace et grand corbeau. Ça se chamaille pas mal. Alors, hop. Bon, là, on va... Bon, ça, c'est grand corbeau avec l'aigle royal, c'est très classique. La buse avec la corneille avec la buse, le grand corbeau avec l'aigle, qui est houspillé. Donc, ça, on change de région, on est en Amérique du Nord. Quelqu'un a mis un piège à photo avec un poulet pour faire prendre des images. Et le rapace, lui... Voilà. Et en général, les corbeaux arrivent en couple, ils sont souvent à deux pour faire ça. Et les rapaces en général, ils tiennent longtemps avant de décrocher. Hein. Là, c'est son plus grand danger, le grand-duc, qui, quand il est trop tarabusté en journée par un grand corbeau, finit par régler son compte. Regardez la magnificence des plumes du grand-duc, de ses yeux, c'est un animal superbe. Donc rencontre grand-duc, grand corbeau. Là, il ne s'amuse pas à tirer les plumes du grand-duc, parce que la puissance du grand-duc peut être fatale pour le grand corbeau. Bon, il va tourner autour de lui, mais il ne va pas toucher, contrairement aux autres rapaces que le grand corbeau peut aller au contact. Là, il ne va pas au contact. Là. Bon, allez, on va passer. Là, c'est une observation dont je parlais, des corneilles qui se sont spécialisées dans la pêche en eau glacée. Ce qu'on peut observer, c'est que quand les poissons sont petits, les corvidés font des petits trous. Et pour prendre des poissons moyens, ils font des trous moyens dans la glace. Et quand ils vont pêcher des plus gros, parce que dans le plan d'eau, il y a des plus gros, alors ils font des gros trous et ils chauffent des plus grands. Ils adaptent leur travail de préparation de pêche en fonction de l'espèce de poisson à prendre. Donc là, elle attend. La poser. Bon, toujours en train de regarder ce qui se passe autour, hein, parce qu'il peut toujours y avoir un danger pour elle, donc elle ne va pas perdre ce qui est vital pour elle. Oui, c'est poisson frais. Bon. Là, c'est un animal élevé par l'homme, à qui on fait des jeux d'enfants. Une corneille, toute simple. La récompense, évidemment, hein, il y a souvent une récompense, mais on parlait tout à l'heure de leurs aspects cognitifs pour les volumes, les formes, la taille des choses. Bon, voilà, ils excellent là-dedans, quoi. Et là, le summum du comportement animal. C'est quelque chose qui a beaucoup tourné sur Internet, mais là, on est
Une capsule de... Voilà. Ils font de la luge, du ski, comme on veut. Mais là, c'est une piste verte, ça l'intéresse pas, il n'y a pas assez de neige. Donc elle va comprendre que c'est moins drôle. Qu'elle va reprendre l'objet. Voilà. Ça, c'est pas appris dans leur comportement génétique. Et là, quand on est dans luge et qu'on n'avance plus, bah souvent on se pousse avec les bras. Elle fait pareil que nous, on fait pareil qu'eux. Voilà. Alors, c'est pas une corneille élevée, hein, c'est une corneille sauvage de ville qui utilise son environnement. Autre... voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Hop. Bon, attendez, un petit souci de démarrage. Hop. Zut alors. Il faut toujours qu'il y ait un bug. Parce que là, c'est intéressant, c'est la rencontre en Hollande d'un vautour égaré. Voilà. Ça a marché là? Ah merde, c'est moi qui suis impatient alors. Ouais. Alors je refais. Voilà. Je laisse faire là? Vous voyez bouger? Ma vue a baissé, pas de doute. Voilà, donc c'est un vautour fauve venant d'Europe du Sud qui s'est perdu en Hollande. Du coup, les ornithologues et les télévisions hollandaises ont fait un reportage, sont allés voir, observer cet oiseau géant dans leur univers. Il n'y a absolument pas de vautour en Hollande. Ils ont donné même à manger. Du coup, forcément, la corneille du coin, elle ne va pas laisser tout au vautour. Parce que là, c'est une question de survie pour l'oiseau. Il a fait un tel grand vol à travers la France et la Belgique que s'il ne se nourrit pas, il peut dépérir et mourir. Du coup, ils avaient fait le choix de nourrir un peu. C'est un jeune, jeune vautour fauve. Du coup, la corneille, le corvidé vient observer, faire connaissance avec ce nouvel acteur, se disant t'es pas du coin, on te connaît pas, comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu fais par ici? Et la corneille qui vient jouer, alors c'est pas avec une capsule de biscuit apéritif. Voilà, et ce cas-là n'est pas du tout le seul dans les corvidés planant et se posant sur des rapaces. Voilà, là c'est autre chose, c'est une buse qui fait une piquée d'intimidation. Après, il ne faut pas que j'idéalise les corvidés, on a chacun notre expérience. C'est un couple de balbuzards avec des jeunes. C'est un oiseau qui est un pêcheur de poissons. Et là, eh ben, il y a un grand corbeau qui passait par là. Et du coup, il va chasser, l'adulte va chasser le grand corbeau. Les jeunes poussins sont laissés tout seuls. Bon, désolé pour la temporalité animale, ça prend un peu de temps, mais j'ai espoir qu'il y en ait un qui rentre. Oui, l'image a été un peu coupée, il faudra que je coupe. Voilà, donc on voit les plumes dans le bec du grand corbeau, donc ça veut dire qu'il y a eu bataille avec l'adulte. Voilà. Et là, le grand corbeau va tuer les poussins. Voilà, bon, c'est une scène insoutenable, donc on va l'écourter. Ça peut expliquer que certaines personnes, très rares, n'aiment pas les corbeaux. Là, le plus grand des vautours en Europe, même le plus grand oiseau européen, le vautour moine, qui a son œuf en train de couver. Et
grand corbeau ne va pas réussir à faire peur vraiment ou abîmer le vautour moine adulte, évidemment. Mais au bout d'un moment, c'est peut-être un peu trop long, je vais peut-être écourter, il va commencer à déconstruire le nid, à enlever les branches du nid pour fragiliser, mettre en échec la reproduction de son concurrent charognard. Au passage, la période de reproduction des vautours est très tôt dans l'année, c'est en ce moment, et donc elle est avant celle des grands corbeaux. Donc ces vautours ont rassemblé cette masse de branches qui va pouvoir servir pour faire le nid, l'air du grand corbeau. Donc il vient se servir dans un stock de branches immense. Donc il y a les deux bonnes raisons pour venir déconstruire le nid. Bon, après, effectivement, c'est un petit peu long, ça va mettre du temps pour... vous le devinez qui est en train de tenter d'arracher les branches. Voilà. Bon, connaissance de son environnement, connaissance de la réaction des autres. Bon, bah là, si on n'a pas le son, on va passer. Ils ont des... Pour ceux qui observent, qui font du terrain, de temps en temps, on est dans un milieu, on sait à peu près ce qu'on peut y trouver, et on entend un bruit. On connaît à peu près globalement les animaux et leurs sons, et là on se dit, c'est quoi ce truc-là, quoi. 9 fois sur 10, c'est un corvidé, un G ou un grand corbeau, qui nous sort un truc improbable. Pour le coup, là, on peut deviner où est le mâle et où est la femelle. Chez les corvidés, c'est pas comme les rapaces, où souvent chez les rapaces, la femelle est plus grosse, plus importante. Là, chez les corvidés, il y a toute petite différence morphologique, qui n'est pas évident, mais globalement, le mâle est un petit peu plus massif. Bon. Là, c'est pareil, on est contraint par le temps, mais il y a une gamme de... Voilà. Les interactions. Un jeune oiseau qui ne vole pas encore. Sachez que quand les chèvres mettent leurs oreilles à l'arrière, c'est qu'elles ont envie de charger. Et là, le jeune oiseau est dans des tas d'approches sonores et de communication qui sont souvent pacifiques, qui veulent simplement faire copain, quoi. Mais en face, le jeu est différent. L'oiseau est en train d'apprendre, toujours apprendre, à la rencontre, aller vers. Voilà, donc là, je ne sais pas trop. Oui, on va devoir interrompre. Là, il y a des tas de choses. On arrive sur la conclusion. Voilà, il y a 2000 ans, les dimanches à Rome,
quand l'ennui nous guettait, il y avait des gentils organisateurs qui rassemblaient des esclaves pour qu'ils se battent à mort. Si on avait de la chance, on pouvait même voir des chrétiens qui étaient mangés par des fauves affamés. C'était que des esclaves, que des chrétiens. C'était il y a 2000 ans. Bon. Plus près de nous, il y a 200 ans, quand on explorait le continent africain, nos ancêtres ont rencontré des créatures, mi-hommes, mi-singes, on ne savait pas s'ils avaient des âmes. C'était que des Africains. En 2024, il faudrait que je change, 2025, voilà. Eh bien, on est beaucoup à être indifférents. Sur YouTube, il y a des chaînes entières consacrées au massacre des corbeaux dans les plaines du Nord. Pourtant, de quoi s'agit-il? Quand on a parlé de l'intelligence tout à l'heure, quelqu'un a dit le chien. Le chien, je ne le mettais pas chez les animaux. Le chien, je le mets à l'intermédiaire entre l'humain et l'animal. C'est Canis lupus, mais complètement retravaillé pendant des dizaines de milliers d'années avec nous. Donc il fusionne avec l'esprit humain. Donc, ouais, si on doit mesurer l'intelligence, le comportement des chiens, c'est hors norme. Mais en animal sauvage, les corvidés, ils tiennent la place. Et là, on a découvert des animaux qui savent jouer, qui aiment la tendresse, qui ont de la communication, qui ont une excellente connaissance de leur environnement parce qu'ils vont tout le temps à la découverte de leur environnement. Et peut-être qu'on n'en a pas tellement conscience, et que on peut faire un carton sur un animal que si vous l'aviez élevé, il serait au moins comme votre chien. Voilà, avec un panel de situations plus large que la relation homme-chien qui est déjà costaud. Mais voilà, avec les corvidés, ça va très très loin. Quand vous travaillez les champs, ils viennent travailler avec vous. Quand vous travaillez le bois, ils viennent travailler avec vous. Ils vous imitent et ils essayent de donner le change. Donc c'est assez incroyable. Et donc on s'autorise en général pas à tirer les chiens, mais on s'autorise à tirer les corvidés. Et pourtant, ils sont des êtres doués voilà, de tendresse, d'amour, de beaucoup de qualités. Voilà. Bon, ça c'est philosophique. On est à la fin. Alors, sachez que globalement, ce qu'on a couvert aujourd'hui, je me suis intéressé à le mettre sur papier. Donc, si certaines personnes en veulent, il y a des livrets disponibles. Évidemment, il n'y a pas les vidéos, mais c'est de ce fait un peu plus développé par écrit. Et puis, avant ça, y a-t-il des questions? On a encore un petit peu de temps pour ça. Combien de temps? Comment? Ah bon? Je croyais 10 minutes. Bon, d'accord. Donc, on a un petit peu de temps d'échange. Et notamment, il y avait, moi, une question que je voulais vous poser, mais d'abord, je vais entendre vos questions. Je ne vais pas l'oublier, c'est quelles sont vos expériences, vous, avec les corvidés? Est-ce que quelqu'un a déjà des expériences très intéressantes? Mais sinon, y a-t-il des questions, déjà? Je croyais qu'ils étaient interdits de chasser. Les corvidés? Oui. Non, il y a des espèces qui sont protégées et d'autres pas. Et dans le nord de la France, le corbeau-freux, la corneille noire ne sont pas protégés, la pie non plus. Donc les cartons se font en général sur ces espèces-là. Voilà. Les chasseurs, Ils ont tous les droits. ah, ils ont pas mal de droits et en tout cas ils en prennent. Ça c'est sûr que. Mais bon, après, il y a toute une culture historique de plusieurs centaines d'années derrière chacun de nous. Hein. Donc, d'où on est pour agir comme on agit, de quel enseignement on a bénéficié, de quelle culture familiale on a bénéficié. Voilà. Donc, moi, je regrette évidemment les coups de fusil contre ces oiseaux-là, parce que d'abord, ça ne fait pas progresser du tout. Toutes les études scientifiques montrent que vous pouvez tirer tous les corvidés. Il y a un phénomène de compensation qui se fait que sinon ils ne seraient pas encore aussi nombreux partout autour de nous. Donc on peut s'amuser à faire des cartons. C'est pas comme un grand vautour ou un aigle très rare, où là, à coup de fusil, on peut quasi éteindre une espèce dans une région. Là, les corvidés, ils peuvent
s'amuser. Sauf que c'est un jeu pour moi, quand on connaît ces animaux, qui est décalé, qui ne devrait pas trop se faire parce que c'est voilà, il s'amuse pas à faire ça avec son chien, quoi. Or c'est un animal doué de tas de sens comme son chien. Bon. Moi je me demande où c'est qu'ils vont le soir, parce que à côté de chez nous il y a un petit bois et tous les soirs juste avant la nuit, Oui. ils viennent sur les sapins, Oui. Au sommet, Oui. et ils se réunissent pendant je sais pas quoi, un quart d'heure, une demi-heure. Oui, tout à fait. Et puis tout d'un coup, plus rien. On voit plus rien. Oui, tout à fait. Donc en hiver, ça c'est un comportement que vous voyez en hiver, en général, sauf si vous m'apportez l'info que c'est aussi en été, mais en général c'est un comportement hivernal. Beaucoup de corvidés ont des dortoirs communs. Donc simplement, comme ce sont des animaux très sociables, avant de s'éteindre pour dormir pendant des heures, et là vous les voyez plus, ils sont proches sur une branche à l'intérieur des sapins, etc., discrets, quoi, ils se font oublier. Et ben, ils ont besoin une dernière fois de se chamailler, de se communiquer, etc. Donc ils sont très visibles pendant un quart d'heure, une demi-heure, comme vous dites. Oui, donc ça c'est un comportement collectif de dortoir, on appelle ça des dortoirs. Les corneilles peuvent le faire, les grands corbeaux le font, les pies des fois le font aussi, et puis il y a d'autres espèces qui le font pas. Les geais, moi à ma connaissance, j'ai pas de connaissance de dortoir de geais. Peut-être que dans la salle, là il y a des experts dans votre parcours. Hein, les dortoirs de geais par exemple, pourtant très proches de la pie et de la corneille, ben, eux ils le font pas. Donc voilà, c'est un comportement hivernal. Et pourquoi ils sont en groupe l'hiver? C'est en général autour de lieux de nourriture. Quand ils ont repéré qu'il y avait une zone avec de la nourriture accessible, et ben du coup, au lieu de faire des allers-retours sur 20 km aller-retour pour retourner dans leur lieu de reproduction, en hiver, ils ne se reproduisent pas. Donc, ils ont, à l'automne et au début d'hiver, ce temps collectif. Et du coup, c'est un temps collectif autour des lieux de nourriture où les rapports entre eux se développent. Du coup, ils sont très bruyants, très sonores, parce que ils chahutent, ils se connaissent, ils se draguent, voilà, ils font connaissance. Les couples, un grand corbeau, si on va sur cet oiseau, est adulte reproducteur à 3 ans. Mais dès le premier hiver, il peut rejoindre un groupe dans lequel il y a des jeunes et des adultes, des jeunes célibataires. La deuxième année, c'est-à-dire avant d'atteindre ses 3 ans, eh bien, c'est le lieu où il peut rentrer en lien avec un compagnon pour constituer un couple. Et du coup, dans ces moments de soirée, ils chahutent, ils communiquent, etc. Ils se découvrent. Et c'est là que se créent les couples très souvent. Voilà. Et le couple, il reste toute sa vie ensemble? Le couple, oui, tant qu'il n'y en a pas un qui a pris un coup de fusil, il reste toute sa vie. Dans les années 80, d'ailleurs, c'était souvent pris en exemple la fidélité du couple des corbeaux. Et la génétique est arrivée, et du coup, on a analysé les œufs. Voilà, et ça veut dire qu'au final, le couple est uni, parce qu'il y a la reproduction, il y a défendre, il y a alimenter, émanciper, comme nous, notre rôle d'adulte, de parents. Par contre, il y a des œufs qui viennent de plusieurs mâles. Voilà, parce que si elle est en couple avec un mâle défaillant sur un point ou un autre, elle multiplie ses chances. Voilà. Après, c'est des choses qui sont extrêmement courantes chez les corbeaux freux, par exemple, qui vivent en colonie, puisqu'il y a une proximité, il y a un grand nombre d'adultes potentiels. Celui qui est au fin fond d'une vallée où il n'y a pas un couple à 20 km, là, probablement qu'il y aura moins de mâles reproducteurs différents, forcément. Et combien ils font d'œufs, du coup? Entre 2 et 6. Le chiffre moyen le plus fréquent, c'est 3-4 pour la plupart de ces espèces. Madame? Oui, je voulais savoir pourquoi, on délocalise, mais pourquoi on envoyait de plus en plus en ville, et en particulier en région parisienne et à Paris. Il y a quelques années, c'est très anecdotique maintenant, on envoie systématiquement. Oui. Il y a cette question, est-ce qu'on peut les adopter, les apprivoiser quand ils sont adultes, ou est-ce que c'est uniquement les bébés? Voilà. Alors, deux questions. La première, les rassemblements hivernaux autour des grandes villes d'Europe. Berlin, en Belgique, dans l'est de la France.
j'allais dire faire le comparaison avec les perruches vertes, mais non, c'est pas tout à fait pareil. En tout cas, les villes, c'est plus 3-4 degrés en température que les campagnes. L'hiver est long, ils régénèrent leur énergie par l'alimentation, qui l'hiver est moins abondante. En plus, ils doivent partager parce que souvent ils se mettent en grande colonie, en grand groupe l'hiver. Du coup, il faut qu'ils gardent leurs calories un maximum, qu'ils économisent. Et ils ont trouvé que, au cœur des villes, il fait bien plus chaud. Voilà l'explication qui est donnée aujourd'hui par les chercheurs. L'histoire de la température. Et puis, il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas de prédateurs en pleine ville, quoi. Donc, ils sont en sécurité aussi. Et en plus, ils peuvent, pour les corneilles noires en tout cas, s'il y a un pigeon un peu défaillant, oui, ils vont réguler les pigeons. Oui. La deuxième question, est-ce qu'on peut apprivoiser un oiseau? Alors déjà, selon les espèces, on n'a pas le droit. Les espèces protégées, on n'a pas le droit d'en détenir. Déjà. Deuxièmement, est-ce qu'on peut, une corneille noire ou une pie par exemple, sont des oiseaux qui ne sont pas protégés, donc il est possible d'en élever sans être verbalisé par qui que ce soit, l'OFB ou autre. Voilà. Par contre, prendre un oiseau adulte, c'est compliqué. Alors c'est pas impossible, mais il a formaté son cerveau avec tous les apprentissages qu'on a pu survoler aujourd'hui. Donc il s'est fait une personnalité qui est en lien avec son univers, son environnement. Et là, venir dans votre univers, dans votre organisation, il va avoir toujours peur de vous. Parce que, alors que si vous le prenez jeune, vous êtes sa famille. Et du coup, il n'a pas d'appréhension. Donc c'est une grosse différence. Et du coup, un corbeau, un corvidé blessé, retapé en volière, avec beaucoup d'années, il peut petit à petit recréer de la relation avec l'humain qui s'en occupe. Mais il garde son caractère. Très longtemps, on a échangé avec un soigneur en parc animalier qui s'est trouvé, lui il était pour les rapaces en volerie, et puis il était dans un zoo où il y avait des corvidés, des grands corbeaux. Et tout d'un coup il a découvert les grands corbeaux et sa passion est tombée là-dessus. Et du coup c'était le spécialiste pour ce grand corbeau parce qu'il avait son caractère agressif et il gardait son caractère agressif. Et ce soigneur pouvait rentrer en volière et ne subissait pas tout à fait les mêmes attaques. Il a su créer une relation petit à petit. Voilà. Par contre, si vous venez juste déposer de la viande 2 fois par jour, la relation, elle ne se crée pas. Je parle souvent de la temporalité animale. Nous, on est tout le temps pressé, on a tout le temps quelque chose à faire. Moi, je vous regarde tout le temps en me demandant quand est-ce que vous allez me dire stop, on arrête. Parce que, voilà. Et du coup, les animaux, ils exigent plus. Et dans l'observation en nature, c'est pareil. Moi, j'arrête de faire des sorties parce que, d'une part, je vois plus grand-chose, mais aussi, j'étais frustré. Je prépare une sortie collective, je repère ce qu'il y a dans un environnement, 1 fois, 2 fois, 5 fois, et puis la 6e fois, on y va en collectif et il n'y a rien. Ça agace, quoi. Du coup, les gens, ils restent... C'est la temporalité animale. Il faut se soumettre à ça. D'autres questions sur les... Oui, madame ? Pourquoi est-ce que les corneilles et les rapaces se détestent à ce point-là? C'est un peu la lutte des classes. J'ai souvent plaisir à imaginer ça. C'est que pour manger ou parce que chez moi c'est la guerre. Oui. C'est toujours, c'est le plus souvent la guerre entre les corvidés. Les rapaces sont des tueurs. Enfin, on ne va pas parler des vautours. Hein. On va parler des éperviers, des buses, des aigles, etc. Ce sont des tueurs. Ce sont des tueurs, c'est-à-dire qu'un grand corbeau, vous avez rapidement vu un grand corbeau piqué sur un aigle royal, c'était un jeune aigle royal et c'était un grand corbeau adulte. Le grand corbeau qui est programmé pour aller vers, pour comprendre le fonctionnement de ce grand rapace en extérieur, on l'a vu en volière, mais là en extérieur, il fait pareil. Et bien quand il est jeune, la première année, il ne va pas avoir compris encore la causalité, telle cause produit tel effet. Donc, quand je m'approche de telle manière de l'aigle royal, je risque telle chose. La première année, les corvidés sont vite des proies des rapaces. Donc ça, c'est en eux. Donc ils s'en méfient. Et du coup, les corvidés adultes qui ont fait tous leurs apprentissages et qui ont la maîtrise du vol parfaitement, s'ils peuvent embêter et faire fuir, voilà,
presque aussi. Après, ils ont les oisillons, et puis quand ils élèvent les oisillons, ils sortent du nid, et là, ils sont très vulnérables aux rapaces. Donc voilà, c'est inscrit dans leur truc. Il y avait monsieur, et puis après. Oui, je ne sais pas si Andersen était naturaliste, mais contrairement à La Fontaine, Oui. dans La Reine des Neiges, il y a le corbeau qui est bien présent et qui a un rôle important, et en particulier qui parle avec les enfants du conte. Il est de quelle origine, Andersen? Danois. Danois. Donc, on a l'explication, c'est-à-dire que dans les peuples nordiques, ils ont un rapport au corvidé très différent. Ça rentre dans leur mythologie et dans leur croyance, c'est un animal plutôt vénéré, donc ça a sa place. Même en Angleterre, en Europe occidentale, l'Angleterre, la couronne d'Angleterre tient sur le fait qu'il y ait des grands corbeaux à la Tour de Londres. Nous, France-Belgique, on n'est pas du tout là-dessus, quoi. Donc il y a vraiment des écarts entre les cultures. Voilà, nous, peuple européen, on n'a pas tous les mêmes cultures. Et là, c'est un exemple. En tout cas, ça me merci parce que je ferai ma petite recherche sur la Reine des Neiges. Mais j'ai entendu parler de ça dans un dessin animé. Je ne sais pas si ça vient d'Andersen. Donc, en tout cas, je chercherai. Merci pour le tuyau. Je m'en renseignerai mieux. Il y avait une question. Oui, pardon. J'habite une maison ici un peu à l'écart et ça arrive parfois, mais enfin, avec une régularité, c'est arrivé plusieurs fois, que des corbeaux viennent se mettre sur une terrasse et frappent de façon très, très insistante sur les carreaux. Est-ce que vous avez observé? Alors, vous n'êtes pas le seul, parce qu'à chaque conférence, il y a quelqu'un qui a cette expérience, que moi je n'ai pas vécu personnellement, mais qu'on peut un peu analyser. Donc c'est visiblement un comportement assez classique. Ils sont dans la découverte de leur environnement, c'est ce que je répète depuis le début, qui leur donne, qui les pousse à tout découvrir. La texture de la vitre est particulière. En plus, ça fait un peu miroir souvent à certaines heures, etc. Du coup, ça les intrigue. Voilà. Il y a ensuite la sonorité de leur bec sur le truc, un écho quand ils tapotent. Ils ont un retour aussi. Donc, ils sont en pleine expérimentation d'une matière qui n'est pas dans la nature habituelle. Mais il n'empêche qu'ils se sont affranchis de la peur d'aller près d'une maison. Visiblement, ça a l'air d'être un peu tranquille vers chez vous. Et de ce fait, ils expérimentent cette matière sonore qui a de la lumière, qui a une texture particulière. Pour l'instant, moi, c'est ce que je peux imaginer comme élément de réponse. Il n'y a pas eu d'études sur le sujet, mais vous n'êtes pas le seul à observer ça. Moi, je ne l'ai pas observé. Monsieur derrière? J'aimerais savoir si c'est une légende ou si c'est une vérité. On dit que les corbeaux en tout cas dans la région, sont les seuls oiseaux à pouvoir voler à l'envers. Oui. Alors, c'est un peu les experts de ça. Ce ne sont pas les seuls. C'est-à-dire qu'un rapace en piqué peut aussi faire des virevoltes. Mais le grand corbeau, principalement lui, peut faire des virevoltes plus longues que le rapace où il revient instantanément sur sa position. Donc oui, c'est une spécificité de ces oiseaux. En tout cas, ils excellent et dans leur comportement dans les airs, ces oiseaux sont géniaux à observer parce qu'ils ont une variété de comportements extrêmement différents, extrêmement larges. Et ça fait partie, ils font des loopings, ils volent à l'envers, ils ont des tas d'acrobaties aériennes avec d'autres corvidés que sont les craves et les chocards en montagne, qui aussi ont des capacités de virevolte. Et ça me fait penser, avant d'aller vers madame, ça me fait penser à une expérience. J'ai élevé 2 jeunes corneilles noires et un grand corbeau en même temps. C'était une fratrie des corneilles noires. Et après, ils ont été en volière quand ils ne pouvaient plus être en nurserie. Et du coup, après, le grand corbeau était prêt au vol avant, donc il est sorti. Mais déjà, dans la nurserie, on lui avait préparé un nid à lui et puis un nid pour les 2 frangines corneilles. Je ne connaissais pas le sexe de la corneille, mais bon, en tout cas les 2 corneilles. Au bout de 3 jours, le grand corbeau, il est sorti de son mutisme. Il a compris l'environnement et il s'est dit, moi, je ne peux pas rester seul dans mon nid. Il a
il était sorti de son île, il a traversé à pied, c'était les premiers pas qu'il faisait, puisqu'il était tout jeune, et il est monté au milieu des corneilles, qui étaient 4 fois plus petites que lui. Je me suis dit, aïe aïe aïe, j'ai surveillé ça de près, et il n'a jamais rien fait, il les a adoptés en petit frère, petite sœur. Voilà, donc ça c'était juste pour la volonté absolue d'être en lien avec l'autre. Et quand le grand corbeau est sorti de la volière le premier, ben, il n'allait pas voler. Il restait sur la volière parce qu'il y avait les 2 corneilles qui étaient en volière. Il préférait la sécurité affective de la volière avec les 2 corneilles que la liberté des grands airs. Et enfin, quand les corneilles sont sorties aussi, c'est intéressant de voir le corbeau qui a un vol très aérien, très acrobatique. Les corneilles sont beaucoup plus basses en altitude, un vol assez monotone. De voir des corneilles monter beaucoup plus haut que d'habitude et se mettre à faire des piquets, virevoltes, etc., comme leur copain grand corbeau. Et inversement, le grand corbeau ne montant pas tout à fait au sommet des montagnes, restant à proximité des corneilles. Bon, voilà, c'était une anecdote. Madame ? Moi, je reviens sur la première question sur le massacre des corbeaux, Oui. ou des corneilles. Je suis en Savoie, une vingtaine de kilomètres de Chambéry, et près d'un lac où des agriculteurs sèment le maïs. Oui. Et chaque saison, chaque printemps, on voit des grands bâtons épandus des corbeaux ou corneilles morts. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je ne nie pas qu'il y a des soucis sur la zone, le blé d'hiver. Quand on sème en hiver où il n'y a pas grand-chose à manger, les oiseaux sont très observateurs et ils vont aller faire un prélèvement. Donc en ce moment, il y a des tas de tests avec les producteurs de graines pour essayer de mettre un produit qui les dégoûte. Donc il y a vraiment c'est d'actualité avec des labos pour essayer de trouver une solution là-dessus parce qu'ils peuvent en mettre sur des piquets qu'au bout d'un moment, la corneille, elle a compris, elle a fait son deuil que c'était une copine à elle. Et si elle a besoin d'aller manger les graines, elle va aller manger des graines. C'est pour ça qu'il y a toujours autant de corvidés. Mais en tout cas, c'est un point d'actualité au niveau des labos, au niveau des céréaliers qui financent des études pour essayer de trouver une solution là-dessus. J'ai lu ça il y a quelques mois et étudié mais ça bouge très vite. Donc je ne sais pas aujourd'hui s'ils ont trouvé le produit idéal ou pas. En tout cas, c'est en recherche. Et on peut se rapprocher de la FRAPNA ou quoi pour qu'ils interviennent? L'éleveur qui veut tuer, l'agriculteur qui veut tuer la corneille qui lui mange des graines, il a le droit. Donc la FRAPNA n'y fera pas grand-chose, si ce n'est des temps comme ça où on peut échanger. Mais par contre, moi-même, la question des graines, je ne sais pas y répondre. Hein, j'ai pas de même que quand il vient le grand corbeau prélever les poussins, tuer les poussins du balbuzard. Ah ouais, c'est une réalité, quoi. C'est aussi un côté prédateur, c'est omnivore, donc ça mange des graines. Voilà. Après, l'autre idée, c'est de se dire, nous, on est humains, on va vers le transhumanisme, donc on va tout régler avec la technologie. Donc déjà, il faut enlever tous les concurrents. Donc déjà, on dégage les renards, les blaireaux, les martres, les loups, les vautours, les corbeaux, etc. Et on aura la paix, quoi. Oui, ça c'est une approche où on confie à la technologie la solution. Bon, entre tout ça, je ne sais pas si sur du moyen terme, qui aura la vraie solution, parce que c'est un choix de société. On base sur la technologie, on base sur l'armement, sur le chimique, et on enlève tous les concurrents. Et on va vers une forme de société beaucoup moins diversifiée, beaucoup moins riche, mais avec des taux de production plus élevés. Là, c'est une question de société. Oui, il faut arrêter là. Alors la dernière. Simplement pour l'histoire de la vitre, oui. Je voudrais ajouter que j'en ai eu beaucoup qui venaient se cogner contre la vitre et taper avec leur bec, mais jusqu'au sang. Ah bon? C'est-à-dire que, ça m'a beaucoup étonné, je me demandais s'ils se voyaient et ce qu'ils voulaient rentrer, est-ce qu'ils voyaient un autre corbeau. Plutôt votre dernière. Le matin, il y avait une mare de sang. Ah oui, donc là j'entends ça pour la première fois, mais on peut supposer qu'il prend ça pour un. Bon, après, on est tous différents dans les oiseaux, mais aussi chez les humains. Il y en a qui sont peut-être belliqueux et qui veulent en découdre, et là, face à sa vitre. D'accord, jusqu'au sang, d'accord. Oui. Voilà. Oui. Oui, il y a des livrets. S'il y a des gens qui veulent replonger posément, on peut éventuellement.
Voilà. Merci à vous.